Bonjour et bienvenue à tous à ce webinaire sur le thème de l'externalisation du support informatique avec la Bonjour. présence de notre client Frénéa Michaud qui nous fera un retour de son expérience. Ce webinaire il sera animé par Didier Buzyn qui est responsable de compte chez Codagis, Nathan Berche, Service Delivery Manager chez Codagis également, et enfin André Soutif qui est DSI chez Frénéa Michaud. Quelques petites informations avant de démarrer. Cette session est enregistrée. Vous allez recevoir d'ici quelques jours le replay pour pouvoir la revisionner ou la partager. Vos micros, ils seront coupés pendant la présentation, mais vous pouvez interagir avec nous tout au long de la présentation, soit via le module chat que vous avez normalement à droite de votre écran, ou soit à la fin, lors de l'échange questions-réponses. Vous aurez pareil un module questions pour pouvoir interagir avec nous. Je vais maintenant laisser la parole à Didier, Nathan et André, et je vous souhaite à tous une très bonne présentation. Merci. Oui, merci Fiona. Effectivement, bienvenue à toutes et tous pour ce webinaire sur le retour d'expérience de l'externalisation de son support IT du groupe Frénéa Michaud. Donc, comme le disait Fiona, je serai accompagné sur ce sujet de Nathan et puis d'André, DSI du groupe Frénéa. Ce que je vous propose, c'est de démarrer par une rapide présentation du groupe Codagis, et puis ensuite, je pourrais laisser la parole à André qui fera part de son expérience de l'externalisation, l'environnement dans lequel ça s'est passé, et puis derrière, un peu quels sont les bénéfices et les bonnes pratiques qu'il pourra nous préciser. Et Nathan conclura cette session par petit retour d'expérience de sa part sur cette mise en œuvre, et puis on passera aux questions-réponses. Donc, pour vous dire quelques mots du groupe Frénéa Michaud, donc le groupe Codagis, excusez-moi. Notre mission à nous, c'est de travailler dans le domaine des infrastructures IT et donc dans leur déploiement et effectivement dans leur maintien en conditions opérationnelles et leur support. Sur ce sujet, on va adresser une clientèle de moyennes et de grandes entreprises, qu'elles soient francophones en métropole ou même à l'international. Et on va travailler depuis nos bases qui sont, notre siège est à Paris, un centre technique sur Toulouse. Aujourd'hui, on a 2 centres de services qui produisent notamment la prestation pour le groupe Frénéa Michaud, qui sont situés à Aurillac, dans le Cantal, et puis un centre de service qui est à Barcelone. Et parallèlement à ça, on a un maillage national avec des équipes de techniciens terrain et des partenaires pour pouvoir adresser nos clients un peu partout pour les derniers gestes de proximité. Donc le groupe aujourd'hui, c'est à peu près un peu plus de 130 personnes pour adresser à peu près 300 clients actifs, et notre chiffre d'affaires en 2021 a progressé. On est passé à 12,5 millions et on est sur des progressions assez régulières sur toutes les années. En termes de métiers, on va retrouver 4 métiers principalement. Donc, le métier de l'intégration de solutions, où on va être effectivement sur des solutions de type ITSM, ITAM, et puis tout ce qu'on va trouver autour de l'expertise de l'IDR, l'EDR, l'intégration, le maintien en conditions opérationnelles de ces solutions. On travaille aussi dans des domaines autour de l'assistance technique, la délégation de compétences sur des métiers très précis comme le domaine des télécoms, des réseaux, où on va opérer des missions chez des opérateurs et des constructeurs aujourd'hui. Un pan qui se développe, qui est important chez nous, qui est la cybersécurité. On va retrouver tous les métiers autour de l'audit, le pentest, la gouvernance de la sécurité. Et puis derrière, on va aller un peu plus loin puisqu'on va aller jusqu'au SOC, qui sera opéré par nos centres de services, notamment ceux que je vous ai cités tout à l'heure. Et en dernier lieu, l'activité des services managés, donc de centres de services IT, qui font l'objet de ces webinaires où on va produire nos prestations autour des services managés que l'on va opérer pour nos clients. Juste un petit slide pour vous faire un petit focus sur le centre de services IT, donc les supports de services utilisateurs, services managés. Aujourd'hui, dans notre portfolio, on a, on va dire, 3 lignes de solutions. La première, c'est le service desk d'entreprise, le Pro SDE, sur lequel on va opérer tous les sujets autour du support IT en général, parfois non IT.
On va avoir une ligne de solutions autour du NOC, donc la partie supervision des infrastructures. Donc là, on va pouvoir être l'œil de nos clients pour surveiller un peu ce qui se passe sur leurs infrastructures et puis derrière intervenir, opérer en réparation si besoin et d'être le plus proactif possible, ce qui est notre souhait. Et une troisième ligne qui est celle du SOC, hein, donc on va parler tout à l'heure, avec une collaboration avec l'activité de cybersécurité, où là on va opérer la sécurité chez nos clients, on va faire la surveillance de ces infrastructures de sécurité, et puis on va aussi intervenir en remédiation, on va intervenir ensuite en remise en route des systèmes d'information en cas de défaillance. Donc tout ça sur effectivement des activités autour du support IT, du support ce qu'on appelle le front non IT. Donc là, on va pouvoir opérer certains environnements qui ne sont pas purement techniques. On va opérer ça sur des niveaux qui vont du niveau 0. On va faire effectivement juste le SPOC, on va qualifier puis on va escalader jusqu'au niveau 2 où là, quelque part derrière nous, c'est soit le constructeur, soit l'éditeur, et on va prendre l'ensemble de la chaîne de valeur à notre compte. On va pouvoir l'opérer aussi auprès de sociétés qui vont se réassurer sur nous, hein, des éditeurs de logiciels ou même des intégrateurs. On va y associer des métiers autour du conseil et puis de la délégation de personnes parce que aujourd'hui, depuis nos centres de service, on va opérer, on va dire, peut-être 80% de l'activité de support, ou voire plus dans certains cas. Et puis, on a toujours besoin de ce dernier geste de proximité. Donc, on va le proposer soit d'une manière récurrente, soit d'une manière ponctuelle, soit d'une manière organisée sur du planning. Voilà pour vous faire un focus de l'activité service manager qui fait l'objet de ce webinaire et de la rencontre avec le groupe Freinéard et Michaud. Je vais passer la parole à André qui va nous expliquer qui est Freinéard et Michaud, comment est né ce groupe et puis comment il s'organise. André, je te laisse présenter ta belle société. Ok, merci. Donc vous m'entendez bien, le son a été remis. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. Donc bonjour à tous. Je vais vous présenter l'entreprise, ou plutôt les entreprises du groupe Freinéard, donc groupe normand, dont le siège est à l'Aigle dans l'Orne et qui a pour activité native la quincaillerie de toiture et la protection anti-chute. On y fabrique des crochets de gouttière, des clous d'ardoise. Et dans un passé proche, il s'est aussi illustré dans le traitement de surface avec des sociétés qui assuraient la galvanisation des métaux, la peinture, l'enrobage. Ce sont des activités qui ont été pour la plupart cédées aujourd'hui et le groupe a choisi de renforcer son assise et sa notoriété au travers de différentes acquisitions assez récentes. Donc, rachat il y a 4 ans de la partie française du groupe Zarges Cubesca, spécialisé dans l'accès en hauteur, hein, donc avec les sociétés Cubesca Comabi, Artube, Tendo en Espagne, qui sont des sociétés qui fabriquent des échelles, de l'échafaudage. Donc moi, je suis personnellement issu de la société Cubesca Comabi. Rachat par le groupe Freinéard il y a 3 ans des sociétés Siam et Game System, qui, avec leurs satellites européens, en Espagne et en Italie, qui assurent, eux, le cheminement en hauteur avec la commercialisation de harnais, de lignes de vie, de systèmes d'ancrage mobile. Cette année, un gros rachat, Altrex, qui est leader européen de l'accès en hauteur. C'est le concurrent de Cubesca Comabi, on va dire, c'était, parce que maintenant c'est un franc partenaire. Et on a également développé une business unit qui est la location d'échafaudage en France et en Espagne, avec bien sûr la location de nos échafaudages. Et aujourd'hui, donc, le groupe Freinéard est leader européen de la hauteur en confiance. d'accord. Donc, quelle est l'activité de l'entreprise aujourd'hui? Alors, tu nous en as un peu parlé puisque tu nous as montré un peu la genèse et l'historique de tout ça. Qu'est-ce qu'on y fait? Alors, l'entreprise, aujourd'hui, vous avez compris qu'on fait de la transformation de métaux. Hein, on prend des bobines de fil pour fabriquer des clous d'ardoise ou des crochets de gouttière. On prend des profilés d'aluminium pour fabriquer de l'échelle ou des moyens d'accès en hauteur. On fait aussi des fabrications qui sont faites en série, sont dans des usines, mais aussi on fabrique des produits très spécifiques puisqu'on adresse les domaines aériens ou navals
pour mettre à disposition des plateformes de maintenance de navires ou d'avions. Donc tout ça sur différents sites avec des plateformes. Alors sur nos différents sites, on a déjà les sites de fabrication avec des implantations dans le nord, donc à l'Aigle, on a des implantations sur Amiens, on a des implantations autour de Lyon, on a également des bureaux d'études. Donc chacun des sites a ses propres bureaux d'études, puisque vous avez compris qu'il y avait des différences dans les différents types de produits qu'on pouvait commercialiser. On a des plateformes commerciales, évidemment, services de location, une plateforme logistique également dans le groupe et tous les services administratifs qui permettent de mettre tout ça en musique. Et donc, je n'oublie pas le service informatique. D'accord. Donc tout ça, c'est quoi? C'est combien de personnes? Alors, dans l'ensemble, le groupe aujourd'hui compte 1200 collaborateurs avec 700 postes de travail informatisés. Implantation, donc, je rappelle, dans le Benelux avec 8 sites, en France 11 sites, en Italie 1 site et en Espagne 3 sites. D'accord, merci André. Donc la genèse, tu nous en as un peu parlé. Donc création en 1889, je crois, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon, au début, c'était de la fabrication de châssis de toiture sur l'Aigle, hein, une petite entreprise locale en 1889 qui a commencé comme ça et qui a fait sa diversification, qui a essayé de limiter les dépendances. Je parlais de tout ce qui était enrobage ou galvanisation, en fait tout ce qu'on pouvait avoir besoin en traitement du métal pour arriver au produit fini était quasiment internalisé dans le groupe. Aujourd'hui, il y a des choix qui sont faits, des choix stratégiques vers la hauteur en confiance et donc la partie traitement de métaux, traitement de surface a été lâchée pour se recentrer en fait sur la fabrication et déployer en fait la stratégie au niveau européen. D'accord. Une particularité du groupe, de ton point de vue? Une grosse particularité, c'est qu'on est extrêmement contraint par les normes de sécurité, hein, parce que tout ce qui est accès en hauteur, c'est régi par tout un tas de normes françaises, normes européennes, et puis également des normes au-delà du continent, puisqu'on adresse à l'export dans plusieurs pays. Oui, on n'a pas que des contraintes informatiques. On est également très dépendant de la ressource, surtout actuellement, hein, on pense aux métaux. Pour nous, c'est le fer de lance, c'est le métal. Et donc également de main-d'œuvre spécialisée comme la soudure, un profil assez particulier et rare. D'accord. Bon. On va passer au sujet qui est plutôt toi, aujourd'hui, ton métier, hein, au sein de l'organisation. Si j'arrive à dérouler ça, mais il veut pas dérouler. Soit tu me donnes le top départ, soit je continue. Et Oui, vas-y, alors vas-y, je te laisse présenter. Voilà, c'est parti. Donc, Voilà. mon rôle, il a évolué. Hein. Au départ, je suis issu, comme je disais, de la société Tubesca Comabi. J'étais chef de projet. J'ai intégré l'entreprise il y a une vingtaine d'années. Je suis devenu directeur informatique de la société. Et puis, de fil en aiguille, et par rapport à l'évolution de mon contexte social, de la société Tubesca au sein du groupe Freinéard et Michaud, mon rôle aujourd'hui, c'est d'accompagner les transformations du groupe, de ses métiers, via l'évolution de nos organisations informatiques, de nos outils également informatiques, et aussi tout ça pour consolider les actifs d'un groupe qui est en perpétuelle mutation finalement. Donc, on acquiert en fait des nouveaux outils arrivent dans les feuilles de route, dans les cartographies applicatives. On essaye de regarder ce qui est bien, ce qui est moins bien, sur quoi on investit et puis de faire les bons choix. Bon. Ça fonctionne comment l'informatique? C'est quoi comme équipe aujourd'hui? Aujourd'hui, si je mets à part Altrex qui a sa propre équipe, puisque le rachat est assez récent, en train d'étudier les opportunités, aujourd'hui l'équipe informatique du groupe Freinéard, c'est 4 personnes en interne et un orchestre de partenaires qui adressent l'infra, les réseaux, les ERP, les développements en tout genre, et puis notamment la helpdesk il y a peu.
Didier? Oui, voilà, je ne vous entendais plus. Allô? Oui, voilà. Donc, si on parle des grands métiers, en fait, Oui, on est avant tout responsable de la sécurité des systèmes d'information, de la disponibilité de l'information. On participe au quotidien au partage des problématiques de, de nos cœurs de métier, hein, problématiques d'usine, problématiques de commerce. On assiste à la construction d'outils pour faire évoluer et accompagner les métiers dans leur progression. Et on essaye de se centrer sur des tâches qui sont à forte valeur ajoutée. donc merci pour ces précisions. On va passer sur le contexte maintenant de l'externalisation. Donc, qu'est-ce qui a motivé effectivement, comment est venu ce besoin et quels étaient les facteurs déclenchant la problématique initiale? Alors, si je repars un petit peu dans l'historique, Tubesca Comabi, c'est 2 informaticiens en fait pour 200 personnes. Aujourd'hui, le groupe, vous avez vu que c'est 700 utilisateurs à accompagner. On est un groupe en mouvement perpétuel, en croissance assez forte. Des équipes, en fait, de 2, on est passé à 4 quand on a été repris par Freineart. Il a fallu mettre tout ça en musique. On a un parc de machines, en fait, de collaborateurs qui a évolué. Avec des applicatifs du coup qui sont devenus hétéroclites dans la mesure où dans un même panier on s'est retrouvé avec des applications qui venaient de chez Freineart, de chez Tubesca Comabi. On a eu des départs programmés de collaborateurs qui étaient localisés sur des sites de production. On a eu des départs non programmés, également de collaborateurs sur des sites de production, donc plus personne en assistance locale. Et pour se consacrer à la consolidation de nos actifs et maintenir un service d'accompagnement des métiers digne de ce nom, on a dû déléguer. D'accord. Et qu'est-ce qui était attendu dans cette délégation? Ce qui était attendu, c'était de prendre en charge toute l'activité d'assistance utilisateur niveau 1 pour nos 500 collaborateurs. On avait un portefeuille d'environ 400 interventions par mois à l'époque. 400 interventions en niveau 1 qu'il faut assurer. Quand on n'a plus personne en local, ça devient compliqué en centrale et surtout de concilier ça avec les activités de développement des applicatifs et de suivi d'administration également du service informatique. Parce que je peux adresser aussi des points de sécurité qu'il faut suivre, etc. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a réfléchi à faire une délégation. Nous, ce qu'on voulait, c'était aussi augmenter les plages de disponibilité de l'assistance utilisateur, parce qu'aujourd'hui, les usines fonctionnent parfois en 3-8, avec de l'encadrement qui a besoin parfois de dépannage. On avait aussi besoin du coup d'interventions systématiques sur nos sites de production. Donc aujourd'hui, on adresse 4 sites de production avec des interventions systématiques hebdomadaires. Voilà, c'était tout un lot de problématiques à résoudre. Et c'est pour ça qu'on a pensé à l'externalisation. D'accord. Il y avait un impact sur l'organisation de ce fait? Forcément, un impact budgétaire. Il y avait également un impact sur la qualité de service qu'on voulait voir évoluer vers le haut. Et puis également sur les équipes internes qui travaillent sur des problèmes de fond et qui pouvaient pas sans cesse être dérangés par de la bobologie utilisateur. Et au niveau des freins, il y en avait en particulier pour cette mise en œuvre? Alors, il y a un frein principal, c'était de choisir un partenaire, la crainte de choisir un partenaire défaillant. Parce qu'en fait, quand on se lance dans cette opération, il y a un enjeu assez énorme, on dépense beaucoup d'énergie, également du temps, donc de l'argent, et tout ça, en fait, il faut que ça aboutisse à quelque chose de positif, de concret, et un bon service. Donc la crainte, c'était ça, c'était le choix du partenaire. Alors justement, on arrive au choix de la solution. Comment ça s'est déroulé? Est-ce que vous êtes fait accompagner le groupe dans cette démarche? Oui, on s'est fait accompagner. On a pour habitude dans les différents services de rechercher des regards extérieurs, en plus sur des sujets qu'on ne maîtrise pas forcément en interne. Une organisation telle qu'une helpdesk, on ne l'avait pas en interne, on faisait un petit peu ça avec nos moyens.
Et donc, on s'est fait accompagner par du consulting extérieur pour mettre en place un appel d'offres. D'accord. Alors, le timing, là, c'était a priori 18 mois. C'était un timing qui était prévu de ce niveau-là. Alors, le timing, il était prévu, oui et non. On savait que ça allait prendre du temps. 18 mois, ça part de la décision du conseil d'administration, en passant par le déclenchement de l'opération, génération de l'appel d'offres, élaboration, analyse des offres, ensuite transfert des connaissances, une fois que le partenaire a été choisi, et puis mise en place de l'organisation, prise en charge des premiers tickets. Oui, je pense que 18 mois, c'est le temps qu'il a fallu pour donner l'autonomie à Codagis dans la prise en charge des premiers tickets. Et comment s'est fait votre choix par rapport au dossier que vous avez pu recevoir? En fait, dans l'appel d'offres, il y avait un certain nombre de points que j'ai évoqués tout à l'heure. Le choix, il s'est fait sur la complétude des points à honorer dans l'appel d'offres. Helpdesk, proximité. Il y a également la stratégie d'approche, la façon dont Codagis nous a expliqué son organisation, la façon dont ils se sont engagés pour acquérir les connaissances, la préparation de leurs compétences, l'organisation du service, la plage horaire proposée. Tout ça, ça répondait à nos différentes problématiques. Donc, le choix, il s'est tourné vers le partenaire qui semblait le plus proche de la problématique. Bon, il y avait également la capacité à couvrir le territoire, puisqu'on est répartis un petit peu partout en France. Et puis, évidemment, le budget associé qui a été proposé. Il y avait des points différenciateurs ou est-ce qu'il y avait des choses que vous souhaitiez éviter par rapport à cette externalisation? On a tout misé sur le fait d'avoir un service utilisateur qui ne soit pas dégradé. On n'était déjà pas très très fort en interne par en fait l'équipe qui était positionnée et qui avait une faible bande passante finalement pour tout ça. Donc oui, on voulait un bon service utilisateur, on voulait remotiver les équipes internes. Donc nous recentrer sur nos problématiques, celles qui animent aussi, qui m'animent personnellement, celles qui animent mes collaborateurs, donc de faire progresser, d'accompagner les métiers. Donc tout ça, j'espère que ça a amené. Excuse-moi, je t'ai coupé. Vas-y. Donc tout ça, j'espère, a permis d'en tirer pas mal de bénéfices. Donc tu vas nous exposer dans effectivement les facteurs de réussite et de bénéfices par rapport à cette externalisation. Ça nous a permis. Déjà, c'est. Ouais. Vas-y. Oui, la première chose, c'est que ça nous a permis de nous structurer. On se doit de documenter en fait tout un tas de choses quand on est dans un service informatique. C'est pas toujours le cas. Là, ça a déjà permis de documenter tout un tas de process, des process qui étaient trans-sociétés. Finalement, on a des process propres à Tubesca Comabi, on en a encore quelques-uns, des process propres à Freineart. Donc, ça nous a déjà permis de nous structurer. Ensuite, parallèle de tout ça, on a eu des visites en binôme, donc internes et Codagis sur tous les sites du groupe. Donc, on a présenté en fait les équipes Codagis à tous les utilisateurs. Donc, tout ça, ça s'est étalé sur à peu près 6 mois. Réaction des utilisateurs? Alors, pour être franc, au départ, mitigé, puisqu'on a des utilisateurs qui passaient d'un accompagnement local à j'ai besoin de quelque chose, je dois prendre mon téléphone ou ouvrir un ticket. Donc, on n'est plus entre deux portes. On peut penser que le service va être moins réactif. Et finalement, mettre en place des procédures, donc cadrer les choses, ce n'est pas toujours des choses qui plaisent aux utilisateurs. Faire adopter un système qu'on avait déjà en interne, qui est GLPI, qui au départ vivotait et donc qui a été vraiment le fer de lance en fait de l'organisation de tout ça, qui est encore. Et la crainte d'un utilisateur, c'est aussi de ne pas être compris du premier coup par un interlocuteur nouveau. Tout ça, c'est le transfert de compétences qui a permis de faire évoluer. Je ne dis pas qu'en
dès les premiers tickets, tout était bien compris par Codagis. Aujourd'hui encore, hein, il y a de l'accompagnement, mais une forte complicité, je vais dire, entre les équipes internes et les équipes de Codagis, pour quand il y a quelque chose de nouveau à traiter pour un utilisateur, qu'il soit pris en compte et maîtrisé par la suite par Codagis. Une nouveauté, une documentation, la maîtrise et des réponses faciles pour les utilisateurs. Donc en fait, tout plein d'exemples qui font qu'aujourd'hui les utilisateurs se sont mis au GLPI sans trop de soucis. Et parfois, il n'y a pas des petits couacs, on intervient, mais une bonne collaboration entre l'interne et vous. Donc c'est ce qui fait aussi la réussite. Après, une bonne réussite s'accompagne aussi d'un bon suivi. On a une comitologie hebdomadaire sur la partie ticketing. On a également une comitologie mensuelle pour avoir un regard global et faire de la restitution aux différents comités de direction. Voilà, c'est ce qui permet d'avancer sereinement sur ce sujet. Et qui sont facteurs de réussite finalement sur l'externalisation. Voilà, c'est ça. Avec tout à l'heure, certainement, sur des petits conseils. recul, comment tu jugerais finalement le choix à la fois de l'externalisation et peut-être aussi de la solution? Alors, le choix de l'externalisation, je pense qu'on n'avait pas le choix, de par notre organisation interne et la stratégie également des directions. On n'avait pas le choix. Après, est-ce qu'on a fait le bon choix? Aujourd'hui, je dirais oui, puisque on avance, on continue d'avancer, on développe les collaborations, il y a des opportunités qui naissent, il y a un catalogue de services qui s'enrichit par rapport quand on met en place un contrat comme ça d'externalisation, il y a tout un tas de points auxquels on pense. Et puis finalement, entre les lignes, il faut voir qu'il y a beaucoup de questions qui n'étaient pas forcément prévues, mais qui sont prises en compte par Codagis dans le cadre du périmètre helpdesk. Et donc, ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Voilà, donc, je pense que oui, aujourd'hui, on est combien? 1 an et demi, 2 ans, la deuxième année là, pleine. Je pense qu'on a un partenaire sur lequel on peut s'appuyer. On s'y appuie tous les jours, en tout cas, actuellement. Donc finalement, l'externalisation aussi du support a suscité d'autres attentes où vous êtes aperçu que ça pouvait aussi être le moyen d'avancer sur d'autres sujets au niveau de l'IT ou de l'organisation quelque part. La feuille de route, elle est chargée, comme toute feuille de route d'un service informatique. On a plusieurs sujets à adresser. Donc, le sujet de la helpdesk s'en est un, mais on a des sujets de sécurité, on a des couches qui se rajoutent sans cesse des besoins constants, des remises en cause sur certaines technos qui peuvent être vieillissantes. Aujourd'hui, on a choisi un prestataire multicasquette. Je pense que c'est un point qu'on n'a pas abordé encore, mais qui est important de savoir que vous ne faites pas que de la helpdesk. Vous avez aussi des services spécialisés en termes de sécurité, en termes d'infrastructure. Et dans les organisations comme les nôtres, on a toujours des sujets qui naissent. Donc, c'est des opportunités. Je ne dis pas que tout est confié au même partenaire, mais c'est des opportunités, des idées qui sont bonnes à récupérer. Et puis après, effectivement, potentiellement, de quoi progresser avec vous sans souci. Si vous apportez des L'un des conseils, ce serait effectivement de s'entourer d'une société qui est en capacité d'accompagner en plus sur d'autres sujets que l'externalisé et l'IT pur. Quels sont tes conseils, toi, pour la réussite de l'externalisation en plus de cela? La première chose, je l'évoquais un petit peu tout à l'heure, c'est d'être transparent sur l'état des lieux. Il ne faut pas avoir peur de cacher les points noirs de son organisation, puisque quelque part, ils vont forcément ressortir un jour. Donc, il vaut mieux que ce soit contractuel, soit établi en tout cas. Les processus qu'il y a dans les différentes organisations, vous apportez le soutien aujourd'hui à une dizaine de structures en France. On essaye de consolider, mais on n'a pas toujours des processus qui sont homogènes sur les différents sites. C'est complexe. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a jamais voulu cacher.
parce que c'est de la complexité et c'est de difficulté en gestion pour les équipes du partenaire. Donc ça, c'est un point très important. Être transparent. Ensuite, communiquer. Alors, tout à l'heure, je parlais de comitologie hebdo. Ça, c'est un minimum. Mais également communiquer au quotidien, faire en sorte que les échanges soient toujours cordiaux entre les équipes internes, que ce soit les collaborateurs IT ou bien les utilisateurs, et les équipes du partenaire. Puis bon, faut rien laisser filer, hein, faut bien suivre les différents cas qui peuvent remonter. Chaque expérience nous a permis jusqu'à présent d'améliorer le service. Voilà. Donc, je pense que c'est ça qu'il faut avoir en tête. Et puis, il faut faire confiance aussi. Aujourd'hui, tout ce qui est suivi de la qualité, la notation, avoir un retour des utilisateurs. Ça, c'est ce qui nous permet de suivre la qualité de service, même si la notation des utilisateurs, à la fois en quantité, peut parfois être mise en cause parce qu'il ne faut pas forcément systématiquement noter. Alors, je reviens sur notre outil, c'est GLPI. Il y a des tickets qui sont ouverts par les utilisateurs, qui sont traités soit par Codagis quand c'est du niveau 1 ou 2, soit en interne, parce que ça nous est redélégué en interne. Et puis au final, l'utilisateur, lui, il a un a priori sur la gestion de son ticket. Il a la possibilité, ce n'est pas une obligation, mais il a la possibilité de mettre une note au ticket. Donc, je crois qu'on doit être aux alentours de 4,2 sur 5 actuellement sur la notation. Mais ça permet effectivement de suivre l'activité. Tout n'est pas que dans la notation. Il y a une bonne partie de l'approche et de on va dire, la supervision qui est gérée dans la comitologie. Et s'il y a des choses qui ne vont pas, ce n'est pas forcément les utilisateurs qui le voient, ça peut être nous aussi en interne qui avons besoin de recadrer des choses. Ça peut être Codagis également qui a besoin de remettre un cadre un petit peu plus précis sur des façons de faire, des choses comme ça, parce qu'ils nous aident aussi à nous améliorer. Alors, toi, tu as vu l'expérience peut-être d'externalisation ou d'autres contrats de prestataires dans d'autres vies. Est-ce que ça a permis effectivement aujourd'hui de mieux appréhender cette externalisation ou peut-être de mieux te sentir dans une relation même contractuelle avec Codagis? Je disais tout à l'heure, en fait, la crainte, c'est de se planter de partenaire. Mais on a quand même un petit peu de bouteille, on a quand même des expériences et effectivement le suivi, quand je dis faut rien laisser filer, on ne laisse rien filer. Quand on a des choses à se dire, on se les dit. Et c'est le fait de faire ça au quotidien qui permet d'assurer une bonne relation. Voilà, pas d'abcès et tout le monde se porte bien. Très bien, merci André. Je vais passer la main à Nathan, qui est de l'autre côté de la barrière, on va dire, qui lui est côté effectivement production du contrat, qui a l'expérience aussi de ces sujets et qui aujourd'hui est aussi un référent dans la prise en charge de contrats chez Codagis, pour que de son point de vue d'expert, il nous exprime aussi lui comment il voit les conseils pour bien réussir son externalisation. Nathan, je te laisse la parole. On a perdu Nathan. On a problème de micro, je pense. Ah, oui, il n'arrive pas à remettre son micro. Bon. Alors, je vais prendre la main, sauf s'il revient avec nous. Donc, effectivement, le premier point, c'est de bien délimiter le périmètre. Hein. Donc, parce que, et comme tu le disais tout à l'heure, André, il faut pas qu'il y ait de surprise et qu'il faut que la roadmap, elle soit vraiment claire. On sache à peu près où on va. Et donc, à ce moment-là, ah, voilà, tu es là. C'est bon, je te laisse.
Donc oui, les points essentiels, en effet, c'est de bien délimiter le périmètre. Je pense que disait Didier, aujourd'hui, c'est important de définir ce qui va être traité par le prestataire et ce qui va être traité en interne, notamment pour regarder ce qu'il y a, ce qu'on appelle souvent avec une faible plus-value. Aujourd'hui, on essaie de décharger au maximum du coût de client sur des actions à faible plus-value et pour lesquelles on va pouvoir nous se concentrer sur cette action-là et le prestataire, le partenaire va pas se connecter directement, se concentrer sur la partie haut du panier, sur le niveau 3 ou sur de l'amélioration de son système. Deuxième point important, ça va être de définir aussi des objectifs qui soient sur la partie performance ou sur la partie qualitative. Et tout ça dans l'objectif, en effet, de simplifier la partie processus en automatisant ou en industrialisant toute cette partie documentaire, processus, échange entre nos clients et directement nos équipes. Le troisième point essentiel, c'est de définir un planning qui est réaliste. Aujourd'hui, André disait qu'en effet, il y avait 18 mois qui s'étaient écoulés. On a fait pour Freiner l'ensemble du tour des sites sur les 12 sites qui représentent. Et aujourd'hui, il ne faut pas du coup définir un planning qui va être restreint dans un objectif de rentrer rapidement en production. L'objectif étant plutôt de définir un planning qui va permettre de monter en qualité et en puissance le plus rapidement possible, mais tout en conservant du coup une qualité satisfaisante pour l'utilisateur qui ne verra pas une transition entre notre équipe et l'équipe interne. L'un des derniers points, c'est aussi de définir les ressources internes qui vont être mises sur le projet. Aujourd'hui, externaliser, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de charge du coup pour les équipes internes du client. C'est juste qu'il y a une charge qui va être déportée et qui va permettre du coup au client de se concentrer sur d'autres sujets. Mais on a toujours besoin du coup de nos clients pour externaliser. Aujourd'hui, ce que disait André, c'est qu'on a des points réguliers. On a des points chaque semaine sur lesquels il y a des personnes de Freiner qui sont au point et qui vont pouvoir directement se connecter, mais aussi au quotidien sur des tickets sur lesquels on n'a pas la main, pour lesquels on doit renvoyer les tickets et pour lesquels il y a une charge qui reste indue à nos clients à ce niveau-là. Et le dernier point, c'est le point qu'évoquait André précédemment, c'est avoir une relation de confiance et de tous dire, en effet, il faut se dire quand ça marche et quand ça marche pas. Le but étant qu'on puisse s'améliorer au quotidien sur ce qui est bien et qu'on continue de le faire, mais sur ce qui est pas bien et qu'on puisse modifier. Et c'est aussi de penser au pire, notamment à la réversibilité, ce qui va permettre à chacun de se sentir libre dans le contrat et de du coup évoquer l'ensemble des éléments en pensant potentiellement au pire, mais en sachant ce qu'il peut du coup utiliser comme porte de sortie. Merci Nathan. Effectivement, on arrive à la fin de ce webinaire. Merci André. Ce que je vous propose, je laisse la main à Fiona, c'est de passer sur les questions-réponses. Si j'arrive à le faire défiler. Et donc Fiona, je te laisse la main et puis ensuite on proposera à les participants d'apporter une réponse en fonction de la pertinence de ce qu'on peut avoir. On a quelques minutes encore pour avancer sur ce sujet. Merci à tous les trois. Du coup, comme je disais en début de présentation, si vous voulez poser des questions, il y a soit le module chat, soit le module questions. Du coup, Didier, André et Nathan y répondront. Alors, j'ai déjà une première question. Là, tu as parlé de 18 mois pour ce projet-là, mais c'est quoi le temps moyen de mise en place d'un tel projet? Aujourd'hui, le délai moyen va dépendre un petit peu de la partie périmètre. Le délai moyen va tourner entre 1 à 6 mois pour la partie purement Codagis, entre le moment de la signature et le moment où on commence à faire le premier ticket. Ça dépend bien évidemment du volume qu'on va traiter, mais aussi potentiellement de la quantité de sujets qu'on va devoir prendre en charge. C'est-à-dire qu'un faible volume ne veut pas dire qu'on va forcément aller plus vite. Ça va dépendre un petit peu de la quantité de catégories et de sujets techniques qu'on va devoir maîtriser. On a des fois des faibles volumétriques avec des fortes activités techniques ou des forts volumes avec des faibles activités techniques, ce qui va nous permettre de moduler un petit peu cette prise en charge. Merci Nathan pour ta réponse. Et est-ce que tout est éligible à l'externalisation? Est-ce que c'est adapté pour tout type de projet? Aujourd'hui, tout est techniquement éligible à la partie externalisation. Après, ce qui va permettre de définir si on peut externaliser ou pas, c'est la capacité déjà aux équipes internes à accompagner le prestataire. Si on n'a pas capacité à accompagner le prestataire, ça va être compliqué parce que ça veut dire que le prestataire va se retrouver seul face à une volumétrie de tickets et face à des actions techniques à réaliser. Et ça va aussi dépendre de la capacité à documenter. Aujourd'hui, on n'a pas forcément besoin d'avoir une forte documentation et une forte base de connaissances pour pouvoir externaliser. Codagis, c'est ce qui a été fait notamment dans le cadre de la prestation Freiner, peut du coup prendre en charge cette partie-là lors de la prise de connaissance du périmètre, rédiger les documentations qui lui semblent manquantes, modifier celles qui sont déjà existantes, ce qui va permettre de définir ce qui peut techniquement être éligible à l'externalisation et ce qui va permettre de dire, ben là, on a un point dur, on ne peut pas externaliser ce sujet parce qu'on n'est pas en capacité de le reprendre. Merci Nathan. Du coup, ça répond à la question suivante qui était est-ce qu'on doit être très documenté pour lancer un projet d'externalisation?
Quel budget à peu près? Si tu veux apporter un complément de réponse à cette question, je te laisse la parole. Du coup, aujourd'hui, en effet, il n'y a pas forcément besoin d'avoir une forte documentation. Il y a différents sujets. C'est qu'il y a tout ce qui va être la partie niveau 3, qui va être souvent conservé par le client et qui n'a pas forcément besoin d'avoir de la documentation. Tout ce qui est après niveau 1 et niveau 2 n'est pas forcément aujourd'hui documenté en interne par les clients. Et nous, on prend en charge du coup cette partie-là. Merci. Et j'ai une autre question. Alors, je vous rappelle que vous pouvez parler dans le chat et dans le module questions pour nous poser toutes vos questions. Il nous reste quelques minutes encore pour répondre à quelques questions. Quel budget il faut prévoir à peu près pour un projet d'externalisation? Alors, je vais prendre la main, mais André pour répondre. Après, c'est vraiment variable parce que ça va dépendre de l'état des lieux qu'on va trouver, puisqu'on va travailler sur différentes phases. On a une phase de build, hein, finalement d'audit un peu de ce qu'on va trouver chez notre client. Alors, parfois, le client a eu l'expérience d'une ou de première expérience d'externalisation, et donc il est un peu plus mature. Parfois, il l'est pas. Donc, bon, là, dans le cas de Freineard et Michaud, se sont fait accompagner d'un cabinet conseil MOA, et donc ils ont défini. Bon, donc on a cette phase-là de build qui nous on va définir en fonction de ce qu'on voit, le temps qu'on va y passer. Donc forcément ça a un coût. Donc ça peut être du simple au double. On peut passer sur certains périmètres 1 mois en phase de prise en charge de build, et puis pour d'autres on va y passer 4 mois. Donc c'est toujours compliqué de donner effectivement des chartes de valeur. Et puis derrière, ça va dépendre aussi de ce qu'on y fait. Si on nous demande de traiter uniquement du ticket N0, donc là c'est vraiment, on parlait tout à l'heure de SPOC et puis de gestes simples, et ensuite on va escalader sur les équipes du client interne. On ne sera pas sur les mêmes tarifs que si on va amener du N1 où on va commencer à faire de la résolution, la prise de main à distance, et puis et rentrer dans une logique de performance pour finalement avoir un taux de résolution qui augmente chaque année. Et puis si on va encore un peu plus loin, on va aller sur du niveau 2. Donc là, on va finalement complètement se substituer aux équipes internes du client, hein, donc ce qu'attendait notamment le groupe Freineard et Michaud, parce qu'il ne souhaitait plus s'occuper de son environnement utilisateur. Et puis après, on a tous les aspects de proximité. Donc, ben voilà, combien coûte un technicien si on le fait intervenir en urgence, en demi-journée, en journée, si c'est planifié. Donc, c'est assez compliqué d'y apporter une réponse, et on n'a pas vraiment d'abac. Il faut juste savoir que, d'une manière générale, le temps, c'est de l'argent. Donc, plus on va passer de temps sur une sollicitation, ou si on sait la valoriser en termes de temps, et plus le ticket moyen sera élevé. Donc, voilà un peu pour faire une réponse à cette question. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, Nathan ou André. Non, moi, je peux rajouter que, effectivement, tout dépend de ce qu'on met dans le panier du partenaire. Aujourd'hui, nous, si je décris un petit peu plus l'expérience, on ne crée plus de compte utilisateur, on ne masterise plus de poste utilisateur. Tout ça, c'est mis dans les mains de Codagis. Tout ça, voilà, ça fait partie du budget aussi. Donc, tout est, comme disait Didier, tout dépend de ce qu'on met dans le contrat, du spectre envisagé. Merci à tous les deux pour votre réponse. Si jamais il y a une dernière question, vous avez quelques petits instants pour la poser. Merci encore à Didier et Nathan pour votre prise de parole, et surtout merci à André pour son témoignage. Je ne vois pas de questions qui arrivent. De toute façon, on est dans le timing. Je pense qu'il va être temps de clôturer cette session. Merci à tous les participants pour votre écoute. Si jamais là, vous avez nos coordonnées qui s'affichent pour pouvoir nous contacter si vous avez un quelconque projet d'externalisation ou autre, n'hésitez pas. Didier et Nathan se feront un plaisir de vous répondre. Et on va clôturer maintenant cette session. Merci encore à tous les trois. Merci à tous pour votre écoute, et puis je vous souhaite une très bonne journée. Merci, bonne journée à tout le monde. Merci à tous, bonne journée. Merci, au revoir.